Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois, de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, Orange et Patricia Lecoq, sa déléguée territoriale, ainsi que le joaillier Alexandre Bianchi. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel, Y-Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de La Semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast sur toutes les plateformes musicales et de podcast. Et elle fera aussi l'objet, bien sûr, d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir devant vous et d'interviewer une personnalité du monde politique local sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les grands enjeux politiques et économiques du moment. Aujourd'hui, nous accueillons le tout nouveau premier adjoint au maire de la ville de Metz, Julien Husson. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. C'est bien installé? Oui, nickel. Nickel. Donc je rappelle, Julien Husson, que vous êtes aussi directeur de l'IAE de Metz depuis 2011. Vous êtes donc universitaire, professeur des universités, docteur en management et en management de la santé. Oui. C'est ça. Tout nouveau donc adjoint au maire, je l'ai dit, puisque vous avez été élu à ce poste le 28 mars. Le 28 mars dernier, un poste de confiance donc auprès de François Grosdidier, maire de Metz, un poste en vue désormais, la preuve, vous êtes ici avec nous ce matin. Sans vous être désagréable, Julien Husson, cette désignation par le maire de Metz, François Grosdidier, a été une surprise. La surprise du chef, comme nous avons titré, la semaine. Alors pour rappel, il fallait remplacer à ce poste de premier adjoint qualifié, qui était concerné par la loi anti-cumul des mandats, puisque élu au Sénat. Plusieurs noms plus en vue que vous ont circulé, et finalement c'est vous que François Grosdidier a choisi, alors que vous y étiez sur la liste protocolaire 11e adjoint. Donc voilà, beaucoup ont été surpris, d'autres non. Mais vous-même, est-ce que vous avez été surpris lorsque François Grosdidier vous en a parlé? Bien, déjà, je pense que effectivement, le poste de premier adjoint est plus en vue dans la ville de Metz. Mais je ne suis pas sûr que si on interroge les personnes ici présentes, on connaisse le nom du premier adjoint de la ville de Reims, de la ville de Nancy ou de la ville de Strasbourg. Donc ça reste un affichage qui est extrêmement local, et ça me correspond bien. De pas être trop en vue, puisque c'est ce dont j'avais discuté avec le maire de Metz lorsque je l'avais rejoint dans l'équipe. Le rang protocolaire tel qu'il était, tel qu'il existait, correspondait à celui de la liste au départ. La liste a été construite à partir d'alliances, à partir de personnes qui avaient une expérience politique, d'autres moins, de la société civile. Et donc, il est resté dans l'État, et le maire y attachait finalement assez peu d'importance, et il nous le redisait, lui, tout le monde est élu, vous êtes des adjoints ou des conseillers délégués auprès du maire, avec des délégations, et ne vous posez pas la question de l'ordre protocolaire. Alors, effectivement, ça change un petit peu pour le premier adjoint, qui a également un rôle de transmission, j'allais dire, entre les élus et les... On y reviendra tout à l'heure sur ce rôle-là. Voilà, et les services, mais ça a été son choix. Est-ce que j'ai été surpris? Oui, lorsqu'il m'en a parlé, quand il a quelque chose à dire, il le dit de façon assez directe et de façon assez simple. Donc j'ai été surpris et touché. Et puis je trouve que c'est une preuve de confiance. Donc je l'ai pris comme tel en tout cas. Donc c'était prévu longtemps, pas spécialement longtemps à l'avance, c'est quelque chose qui arrivait vraiment un peu avant l'annonce officielle, ou alors c'était dans les cartons depuis... Dans les cartons, il m'en a parlé assez tôt, mais je pense qu'il hésitait. Il y avait certainement des réflexions à avoir dont il n'a pas fait part obligatoirement. Donc je ne suis pas sûr que sa décision ait été prise très tôt. Il m'avait tendu une perche et il n'est pas revenu dessus, puisque de toute façon il y avait le recours. Ouais. Donc on attendait on attendait le recours, et si le docteur Khalifé allait être confirmé sénateur, et pendant toute cette période on n'en a plus reparlé, parce que je sais pas si il est superstitieux, mais en tout cas, il ne voulait pas en parler tant qu'on ne savait pas ce qu'allait devenir le docteur Khalifé. Donc finalement, ça s'est fait assez vite par la suite. Et vous étiez de toute façon au niveau des listes, sur la même liste que le docteur Khalifé, sur la liste à l'origine, au premier tour de François Grosdidier. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est ce qui explique, en tout cas, c'est comme ça aussi que justifie
François Grosdier lorsqu'on interroge votre nomination. Donc, premier adjoint de la ville. Vous gardez vos prérogatives. Alors, je vais les rappeler. Je les ai prises sur le site internet. Attention, il y en a pour un bout de temps. Je prends ma respiration. Alors, ressources humaines, relations sociales, système d'information, administration générale, gestion des temps des services publics municipaux, pilotage et suivi de la mise en œuvre des démarches de certification qualité menées au sein de la collectivité, évaluation des politiques publiques, pilotage de la commande publique, acquisition et cession de biens, gestion patrimoniale et domaniale, gestion locative, entretien des locaux, affaires juridiques, mission, entretien et assurance, manifestation, éclairage festif. En gros, c'est tout ce que vos collègues ne veulent pas faire. Vous avez hérité. Vous pouvez le résumer comme ça. On va dire ça. Ça concerne l'administration générale et l'administration en général, en plus de la gestion du personnel et des relations sociales. C'est un travail transversal. C'est un travail de l'ombre. Voilà, en lien avec les services, en lien avec les différents élus. C'est un travail un travail de l'ombre qui n'est pas spécialement exposé sur l'extérieur et qui correspond à ce que je sais faire, à ce que j'ai appris à faire également dans mon métier. On a l'impression, est-ce que c'est pas, alors j'étais un peu provocateur, un DGS bis pratiquement ou quoi? Parce que vous avez quand même ça se recoupe après avec le rôle des directeurs généraux des services. Alors non, parce que les décisions, et le maire nous le rappelle souvent, les décisions appartiennent à l'exécutif. Par contre, la politique de ressources humaines de la collectivité n'est pas faite par la directrice générale des services, mais bien par nous les élus. Je suis très en interface avec les services, c'est vrai, mais chacun est bien dans son rôle. Je ne considère absolument pas comme un DGS bis ou comme un super chef de service dans ces différentes délégations. Donc le rôle, c'est de mettre de l'huile dans le rouage, de faciliter aussi les relations avec les services tout de même, de faire le suivi des projets. Oui, de faire le suivi des projets ou de les impulser. On est à l'écoute de nos concitoyens et on est à l'écoute aussi de ce qui remonte des services pour être capable de transformer la demande des citoyens en projet. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer, nous les politiques, en complément des services qui sont là pour dérouler les projets. Est-ce que c'est... Alors, on pourrait s'interroger aussi, et j'avoue que c'est une question qu'on a posée, que j'ai posée aussi à François Grosdier, mais je vous la pose aussi à vous. Ces derniers mois, il y a eu quelques revers, entre guillemets, de la politique municipale ou métropolitaine. Le PLUI qui a été retoqué, des petits sujets au niveau de la rue Sarpenoise avec des pavés qui ne sont pas conformes, des marchés publics qui est un peu en peine, la grève dans les cantines, un autre dossier qui n'a rien à voir, mais tout de même un dossier sur l'école de logistique qui n'était pas finalement suffisamment monté. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit de se dire, en fait, François Grosdier le dit lui-même, c'est très dur de mener plein de chantiers à la fois, c'est très dur d'obtenir ce qu'on veut aussi des équipes municipales. Est-ce que le fait de vous mettre à ce poste-là, de vous exposer peut-être, ou de vous demander de vous exposer plus, c'est aussi pour apporter de l'huile dans les rouages, d'éviter qu'il y ait de nouveaux, couacs dans les dossiers techniques? Oui, alors je pense que les couacs sont inévitables parce que quand on reprend cas par cas et dossier par dossier, on va trouver des causes qui sont différentes et qui ne sont pas de la responsabilité du politique et qui peuvent être liées à des aléas techniques. Donc là, on les subit et quelle que soit la personne des services ou l'élu, eh bien, on a à gérer, l'aléa et le dysfonctionnement derrière. Qu'il m'ait choisi pour l'aider à pousser à suivre les projets plus au quotidien, certainement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec l'ensemble des équipes. Ça nécessite une présence, au quotidien. C'est-à-dire davantage que lorsque vous étiez 11e dans la liste, c'est-à-dire que vous avez changé votre manière de fonctionner, vous suivez plus, vous devez plus. C'est ce qui vous demande de suivre plus au quotidien l'ensemble des projets. Je pense que c'est pas le fait d'être 11e ou pas 11e. J'ai gardé le fait d'être ce rôle qui, quand même, c'est pas neutre, premier adjoint. C'est pas. Oui, en fait, ce qui change, c'est que je suis plus au courant
de tous les dossiers transversaux, et c'est normal, je l'étais moins avant, ça ne veut pas dire que je fais à la place des adjoints, chacun a sa délégation, et je n'interfère pas dans les délégations de mes collègues, mais plus au courant des dossiers. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à François Grosdidier lorsqu'il m'a proposé d'être premier adjoint. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est compatible avec mon emploi? Ouais. Parce que j'ai un métier que j'aime et j'ai pas envie de le quitter. Et il m'a dit oui. Ça nécessite des temps de présence en début de semaine avec lui pour passer tous les dossiers en revue, ce que je ne faisais pas. Donc voilà, j'ai une connaissance des dossiers. Ouais. Voilà, c'est ce qui change. C'est ce qui change. Voilà, ça se passe tous les lundis matins avec les 2 directeurs généraux, le cabinet où ils passent tous les dossiers. Les 2 directeurs généraux, c'est-à-dire métropole et ville, d'accord. Voilà, il y a plein de dossiers en interférence et dans mes délégations, plein de services sont mutualisés. Donc on est sans arrêt un pied dans chacune des collectivités. Et donc voilà, c'est ce qui change. Ne serait-ce que pour être un peu au courant des dossiers sans en être un spécialiste quand le maire n'est pas là. Voilà, d'être capable de... Donc ça, c'est nouveau aussi. Alors ça va être nouveau. Oui, parce que vous n'avez pas eu l'occasion encore. tout installé tout récemment. Et puis effectivement, quand il prend quelques jours de repos, eh bien je vais expérimenter ce qu'est le premier adjoint quand le maire n'est pas là. Est-ce que vous êtes inquiet, vous appréhendez un peu ce nouveau rôle de représentation, encore une fois, vous n'avez pas l'habitude, on l'a dit, d'être en lumière, etc. Oui, c'est ça. C'est nouveau pour vous. Oui, c'est ce qui pas m'inquiète, mais le plus, c'est ce que je connais le moins finalement. Le suivi des dossiers, je suis pas inquiet parce que les services sont là, l'administration est là, et puis l'ensemble des autres élus et adjoints sont là et tout le monde n'est pas absent en même temps, donc c'est pas ça qui m'inquiète. Ouais. Donc finalement, vous avez un rôle politique qui est plus marqué désormais, ne serait-ce que par cette proximité que vous avez en début de semaine avec le maire. Alors évidemment, vous n'allez pas nous livrer des secrets d'alcôve ici, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on dit beaucoup de choses de sa manière de gérer, d'une volonté de tout contrôler, il le dit lui-même, hein, il s'en cache pas. Est-ce que lors de ces réunions-là, c'est quelqu'un qui est à l'écoute? Est-ce que vous avez découvert un autre François Grosdidier, j'allais dire, depuis quelques jours, quelques semaines? Non, parce que je le voyais fonctionner, mais je vous ai souvent entendu dire il veut tout contrôler, mais je le vois pas non, il veut être au courant de tout, c'est normal, c'est le maire. Et de toute façon, quand quelqu'un vient râler, même si on sert d'interface, le dossier termine chez lui, et in fine, si quelqu'un veut voir le maire, il accepte toujours. Donc ça, non, je pense que c'est normal. Par contre, c'est une facette que vous ne reprenez que trop rarement dans la presse, c'est quelqu'un avec qui c'est très facile de travailler, parce qu'on peut avoir des relations extrêmement directes avec lui. Il n'a pas besoin de protocole, on n'a pas besoin de prendre de gants, on peut lui envoyer un SMS cash en attendant une réponse, il va répondre de la même manière, que ce soit le soir, le week-end ou pendant ses vacances. Donc c'est quelqu'un qui est très facile d'accès. À partir du moment où on fait un peu preuve de souplesse dans l'emploi du temps, il a un emploi du temps très chargé, et donc si on s'adapte un peu, il est très accessible, on peut lui dire les choses, il est capable de changer d'avis, puisqu'il écoute. Alors il a son idée, et c'est normal, sa vision, mais c'est facile d'échanger avec lui. Sur votre rôle politique, parce que vous dites il y a aussi un rôle d'animateur au niveau de la majorité, ça fait partie du périmètre, enfin qui n'est pas spécialement dans le périmètre officiel, ouais. Mais est-ce que le premier adjoint auprès de François Grosdidier a ce rôle-là aussi peut-être de cours d'entraînement, ou de transmission avec les différents groupes politiques, vos collègues adjoints Oui et non, parce qu'on a une présidente de groupe majoritaire qui est chargée, Nathalie Collet-Ansterlet, qui est chargée de cette animation avec l'ensemble de l'équipe, donc c'est plus son rôle. Bien sûr, je travaille avec elle, et puis les collègues, c'est ce qui change peut-être un peu. Les collègues élus se tournent plus naturellement vers moi quand ils n'arrivent pas à joindre le maire pour faire passer des messages. Donc ça, effectivement, c'est nouveau. Donc c'est pas tant d'animer la majorité, mais c'est peut-être de relayer les infos, et puis si je le vois un peu plus souvent que les autres, j'arrive plus facilement à faire passer les messages. Donc justement, votre téléphone sonne plus souvent depuis quelque temps, plus de SMS, de part peut-être soit d'élus collègues ou de l'extérieur?
l'extérieur aussi. Oui. Ça a commencé, est-ce que vous avez senti une petite différence déjà Alors, même si c'est très récent, encore oui, une fois. Oui, une petite différence avec les collègues, mais bon, on se parle naturellement, on se parlait naturellement. De l'extérieur, oui. Oui, je me fais interpeller sur des sujets qui ne concernent pas spécialement ma délégation, et c'est tout à fait normal. Par exemple en ce moment, avec les commerçants, c'est pas un secret. Tout le monde s'inquiète sur ce que va devenir sa terrasse et comment. D'accord. Donc en ce moment, pour vous, c'est pas bon aller se promener en ville Si, parce que on écoute, on remonte les infos et ça permet quelquefois de les redescendre, de redescendre les décisions plus facilement avec les adjoints qui sont en charge des dossiers, parce que je ne suis pas le décideur quand ça ne concerne pas ma délégation. On va revenir un peu sur votre engagement politique. Alors, donc vous étiez candidat avec François Grosdidier, mais vous étiez déjà conseiller municipal le mandat précédent, d'opposition. Hein, c'était, je crois qu'à l'époque, vous aviez été élu sur la liste avec Jérémy Aldra, c'était, si je me trompe. En fait, il y avait une seule liste conduite par Marie-Jo Zimmermann en 2014. Ah oui, d'accord, c'était ça. D'accord, vous étiez conseiller municipal d'opposition. Oui. C'était votre premier mandat à l'époque. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer, vous étiez déjà, je crois, directeur universitaire, ça c'est sûr, directeur de l'IAE. Pourquoi vous avez voulu, à un moment donné, déjà à l'époque, mettre un pied dans la politique? Vous expliquer, voilà, on connaît peut-être mal cette facette-là de votre parcours, justement. Oui, alors on la connaît mal, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, même si j'ai jamais pris le temps de me lancer. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis né à Metz, mais j'ai grandi dans le PIO. Et lorsque j'avais tout juste 18 ans, j'étais déjà candidat sur une liste face à mon maire, qui était un communiste, dans un petit bled qui s'appelle Aumécourt. D'accord. Et voilà, dans le 54. Ouais. Voilà. Et donc j'étais déjà à 18 ans candidat face au maire communiste qui est resté jusqu'aux dernières élections municipales. Voilà. Jean-Pierre Mélin, donc la chose politique m'avait toujours intéressé. J'ai grandi dans un environnement qui n'était pas politisé, mes parents faisaient pas de politique, un environnement qui était plutôt de gauche et mes parents n'étaient pas de gauche. Alors ça m'a certainement marqué, même si on parlait peu de politique, mais c'est quelque chose que j'avais dans la tête. Et puis après, je suis venu à Metz, à Nancy, à Lyon pour mes études. Je suis revenu à Metz en 2006. Voilà, et ça me trottait dans la tête, et puis jusqu'à ce que l'opportunité de faire de la politique de façon un peu plus sérieuse, j'allais dire, que quelques lectures et discussions, c'est arrivé en 2014. Vous définissez comme un homme de droite, comme un homme de centre-droit, comme un libéral, comment Oui, je dirais comme un libéral d'un point de vue économique, ça c'est sûr. Après, droite-gauche sur des questions sociales, je suis pas sûr que ce soit toujours bien tranché, mais oui, un homme de droite, oui. Est-ce qu'il y a des figures politiques locales ou nationales qui vous ont inspiré, qui sont auxquelles vous pouvez vous référer J'étais un sarkozyste, j'ai fait tous ces meetings, j'ai regretté qu'il ne gagne pas les dernières élections présidentielles lorsqu'il s'est présenté. Après, j'ai toujours été assez admiratif des hommes d'État, quel que soit le parti politique, et des ministres des Affaires étrangères, avec une vision, j'allais dire, qui permet de relier les choses et pas de les opposer, une vision sur le long terme, avec beaucoup de consensus. C'est l'esprit peut-être de la diplomatie qui fait ça. Et là, on peut en citer plein, et pas obligatoirement dans le cas-là d'hommes de droite. Européen? Oui, donc la question se pose. Ici, voilà, la question ne se pose même pas. Oui. Je pense que c'est quand on sort de l'Europe qu'on se rend compte de la richesse que nous avons en Europe et de la facilité d'y vivre et d'y circuler. Je le vois avec mes étudiants. L'Europe fait rêver. Alors, quelquefois, on la critique de l'intérieur, mais dès qu'on est à l'extérieur, elle fait beaucoup rêver. Est-ce que vous avez été adhérent à un parti politique? Est-ce que vous avez une carte dans un des partis du paysage politique? Oui, je ne l'ai pas eu souvent. J'ai la carte des LR. Voilà. Donc vous êtes LR aujourd'hui? Oui. D'accord. Oui. On va dire, oui, j'ai ma carte des LR. On va ouvrir un petit chapitre sur aussi votre
votre regard que j'aimerais avoir de manager et d'élu, et sur les différences que vous pouvez noter entre le management d'une sphère privée et le management de la sphère publique. Vaste question, voilà, parce que du coup vous avez beaucoup travaillé du point de vue universitaire sur le domaine privé. Là maintenant vous êtes aux affaires, j'allais dire, avec une collectivité, non pas à gérer, mais en tout cas à suivre de près et à animer. Il y a encore des grandes différences entre le public et le privé? Alors, oui, par essence même, par nature de mission. Mais dans les pratiques managériales, je pense que c'est pas uniquement ça qui fait la différence. Je crois que c'est l'effet taille. Raymond Barre disait une organisation au-delà de 2000 personnes, elle est difficile à gouverner. Est difficile à manager, difficile à administrer. On rappelle, ville et métropole, combien d'agents? C'est à peu près 4000 fiches de paye, tout confondu, c'est 3200 agents à peu près. Ouais. Avec des services mutualisés entre les deux. Toute organisation de cette taille est un peu bureaucratique, voilà, qu'elle soit privée ou publique. Et donc, plus on grandit, plus on a besoin de mettre en place des procédures pour stabiliser les process de travail. Et voilà, alors l'administration est toujours vue de l'extérieur comme quelque chose de très bureaucratique et de très lent, mais je suis pas sûr que dans une organisation privée de taille équivalente, on ait de grandes différences. Ce qui change, par contre, dans la manière de gérer, c'est le poids de la voix des salariés, voilà, qui est plus présente dans le secteur public, et c'est ce qui fait aussi la stabilité de nos administrations, que dans le secteur privé. Où du fait du taux de syndicalisation qui est plus élevé oui, ou même de la pas culture, que de la culture. Je vais vous prendre plusieurs exemples d'administration pour parler de la collectivité, que je connais bien, c'est l'université. Moi, je suis directeur d'une école, je suis élu par un conseil, par un conseil d'administration, donc les doyens sont élus. La présidente de l'université est élue par un conseil d'administration. Il y a différents autres conseils qui permettent de prendre les décisions, donc c'est une somme de personnes. Et les salariés siègent dans ces CA, c'est-à-dire qu'on va au chapitre, les salariés siègent dans ces CA, et puis c'est surtout que on peut se retrouver avec quelqu'un à la tête de l'organisation finalement qui ne choisit pas ses directeurs avec lesquels il va travailler, ce qu'on va pas retrouver dans une entreprise privée où on va choisir ses directeurs de branche, ses directeurs d'usine. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Vous avez un directeur, je parle de l'hôpital public, un directeur d'hôpital, puis à côté vous avez un président de commission médicale qui a un poids et les décisions se prennent ensemble. Et puis un président de conseil de surveillance comme François Grosier vient d'être élu là pour remplacer Califé au CHR. Donc oui, ça fait que les décisions se prennent plus lentement, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui interfèrent dans la décision, et c'est le modèle de gouvernance de ces administrations qui est fait comme ça. Est-ce que à votre poste, mais avec aussi l'équipe des deux DGS, parce qu'il y avait donc vous aviez l'équipe, on rappelle qu'il y a 2 DGS ville et métropole, on peut améliorer encore le fonctionnement, enfin vous travaillez à améliorer le fonctionnement interne, peut-être la fluidité, soit des prises de décision ou de la mise en œuvre des décisions, parce que ça aussi, pour reprendre des propos que François Grosier utilise souvent, c'est que off ou parfois même pas off, c'est qu'entre le moment, ça se passe d'ailleurs aussi au niveau de l'État, en tout cas c'est ce que dit le président de la République, entre le moment où l'élu prend une décision et le moment où c'est concret sur le terrain, ça prend énormément de temps, d'où aussi une incompréhension parfois des administrés qui comprennent pas trop bien que ça prend du temps. Et je parle pas encore d'histoire de marché, d'appel d'offres, etc. Mais en termes déjà de chaîne de décision pour aller jusqu'à l'application finale. Oui, alors il m'a appris quelque chose, François Grosdidier, c'est que lorsque nous sommes arrivés, moi j'ai l'habitude des grandes administrations, en étant dans l'université, on est 7500 salariés, en ayant fait beaucoup d'audits d'hôpitaux publics, de gros établissements un peu partout en France. Donc la taille me choquait pas et finalement j'étais habitué au process de décision. Mastodonte, quoi, voilà. Quelquefois un peu lent. Et lui m'a dit non, c'est pas normal, il faut le questionner, et ce que je faisais assez peu, et puis de façon très pragmatique, une fois il prend comme ça les organigrammes, une règle, puis il trace et il compte le nombre de strates. Et il me dit, est-ce qu'il y a rien qui t'interpelle? Là, je me suis dit, si, mais je m'étais pas posé cette question.
Et donc, pour vous, c'était normal, entre guillemets. Pour moi, c'était normal et ça ne devait pas l'être. Et donc, on doit pouvoir réinterroger les organisations et les organigrammes au quotidien pour mieux réaliser notre mission, ce qu'on a fait. Vous avez commencé à faire ce que vous avez fait. Et oui. Le fait de dire, je trouve que les directions sont trop éloignées du terrain, le fait de créer un espace avec une direction de la proximité dans laquelle on a remis les mairies de quartier, avec un canal qui remonte directement du quartier à la direction de la proximité, eh bien c'était nouveau et ça permet d'aller plus vite. Vous avez parlé de mutualisation. Est-ce que vous pouvez rappeler les services qui ont été mutualisés entre ville et métropole, et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont appelés aussi à suivre ce même chemin? Alors certainement qu'il y en a d'autres qui sont appelés à suivre le même chemin. Pour l'instant, il y a rien de spécial dans les cartons. La mutualisation a démarré avant que nous arrivions. Nous l'avons poursuivi. Les services supports surtout. Je pense la direction des ressources humaines, les finances, tout ce qui est en interface très directe ville-métropole. La communication, je crois récemment. La communication, c'est nous qui l'avons fait. Le cabinet également. Donc un cabinet commun. Mutualiser les cabinets. La communication, c'est nous qui l'avons lancé. Les systèmes d'information. En fait, tout ce qui était fonction support. Après, les deux collectivités ont des missions différentes, donc tout n'est pas mutualisé et mutualisable. Alors, il y a un sujet d'actualité sur Metz sur lequel vous avez été confronté, mais vous aviez déjà, encore une fois, vous n'avez pas attendu, je pense, d'être premier adjoint pour avoir un œil dessus. C'est l'histoire des cantines. Oui. Il y a eu une grève des cantines en mars, enfin des agents qui se plaignaient d'avoir trop peu de temps pour faire manger l'ensemble de tous les enfants, etc. Donc il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, je crois, en 2 mots, qui prévoit, en tout cas, la ville a promis des extensions pour pouvoir faciliter la prise de repas des enfants, et puis aussi des embauches. C'est un sujet sur lequel donc, vous étiez en première ligne sur le sujet-là. Alors, ou c'est le maire qui a géré seul le dossier? Non, le maire a géré pour trouver une sortie de crise et trouver la solution, et c'est lui qui est intervenu avec les partenaires sociaux. Il y a une élue en charge du dossier qui est l'adjointe au périscolaire qui s'appelle Caroline Auduit. Caroline Auduit qui était en prise directe avec les services depuis un moment. On avait fait le constat d'une augmentation du nombre d'enfants dans des locaux qui sont contraints. Combien d'enfants Alors là, vous me posez une colle. Je ne l'ai pas doublé dans ma fiche. Ouais, mais c'était une augmentation de presque 20% dans des locaux qui sont contraints sur un temps court, avec une réaugmentation rapide post-Covid. Et ça, c'est lié au post-Covid, mais c'est lié aussi au fait que la cantine soit à 1 euro. Et donc, on a des difficultés de recruter, comme toutes les collectivités, comme toutes les entreprises, sur des emplois qui sont pas toujours bien stables. C'est des emplois sur le temps de la pause déjeuner. Donc difficulté à recruter, pas assez de place. Voilà, donc dire le maire l'a expliqué aux partenaires sociaux en disant je partage votre constat et le diagnostic. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye d'embaucher plus en communiquant mieux et en proposant des contrats avec un peu plus de temps de travail pour essayer d'attirer davantage des jeunes entre midi et 2. Maintenant, construire un restaurant scolaire, on ne sait pas le sortir du chapeau en quelques mois. Et c'est donc, encore une fois, vous avez participé un peu à cette sortie de crise ou... Participer, oui, parce que le dialogue social est continu. Donc, on avait des petites alertes. Alors, je pensais pas que ça allait dégénérer si vite pour aller jusqu'à une grève, parce qu'on est en échange permanent avec les partenaires sociaux sur ces sujets. Et on sait que ce sont des sujets extrêmement sensibles, et qui le sont d'autant plus qu'on n'arrive pas à recruter. Ouais. Et on le voit, on parlait de l'hôpital tout à l'heure, on le voit chez nous, on le voit dans les entreprises privées, on n'arrive pas à recruter de chauffeurs, dans la collectivité non plus. Donc pour la collectivité, c'est un problème d'attractivité, de trouver la main-d'œuvre pour tous les secteurs, pour toutes les catégories, tous les postes, ou c'est vraiment certains postes qui sont plus compliqués comme ceux-là, qui sont peut-être un peu plus précaires certains postes sont plus compliqués, comme ceux dont on vient de parler, mais globalement, c'est pour tous les postes, puisque
vrai pour toutes les entreprises, cette difficulté de recruter. Et encore plus pour nous, dans cette région transfrontalière où on a des niveaux de salaire au Luxembourg qui sont plus intéressants, même s'il y a plus de contraintes, que ceux qu'on peut trouver ici. Donc même problème que pour les entreprises. On le sait, les collectivités souffrent des mêmes. Oui, avec moins de leviers. Avec moins de leviers pour l'attractivité, parce que alors on va venir sur le statut justement des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires territoriaux. Alors une des annonces récentes de Gabriel Attal, c'était de dire la semaine des 4 jours. Pourquoi pas la tester? Je crois qu'il veut la tester dans la fonction publique d'État. Mais est-ce que quel est votre regard en tant que spécialiste du management, en tant que vous êtes bien au fait des questions de ressources humaines dans les collectivités? Est-ce que la semaine des 4 jours est quelque chose d'acceptable? Alors déjà, première question peut-être du point de vue entre guillemets pas philosophique, mais là je m'adresse aux techniciens du management. Quel est son regard? Et après l'élu. Est-ce que c'est le même regard ou est-ce que c'est différent? L'élu, je ne sais pas ce qu'il pourra dire là-dessus. Le technicien du management, déjà, je trouve que expérimenter, c'est bien. Il faut qu'on puisse expérimenter les choses. Et puis, si ça marche, eh bien, on continue. Et si ça marche pas, il faut savoir revenir en arrière, ce qu'on ne sait pas toujours bien faire dans les expérimentations de l'administration en général. Est-ce que ça correspond à une évolution du rapport au travail qu'ont les jeunes? Certainement. On voit nos jeunes qui sortent de l'école, même sur des postes, j'allais dire, d'encadrement, qui n'ont pas obligatoirement envie de travailler tout le temps, qui acceptent quelquefois de démarrer sur des temps partiels, qui demandent s'il est possible de télétravailler. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement récentes. Et c'est encore le cas, parce qu'on a tendance à dire, ok, c'était vrai à la sortie du Covid, mais ça revient, ça reste encore, d'après, aussi, vous voyez des jeunes justement à l'IAE, etc., à la sortie, ça reste encore une attente forte, enfin une demande forte en tout cas une conception différente des générations précédentes. Je discutais encore récemment avec des banquiers luxembourgeois qui recrutent de nos jeunes et qui disaient les premières questions qu'on nous posait il y a 4 ans, juste avant le Covid, c'était qu'est-ce qu'il y a dans le package salarial, le modèle de la voiture. Les jeunes étaient contents, première voiture neuve, on sort de l'école. Maintenant, c'est est-ce que je peux télétravailler? On va travailler de l'autre côté de la frontière, mais en même temps, on veut rester un peu à la maison. Donc Donc, expérimenter un mode de travail sur des temps différents, pourquoi pas, si ça correspond à un besoin. Maintenant, il faut pas non plus qu'on oublie notre mission. Et là, je parle pour l'administration. Mission de service public, ça veut bien dire être au service du public. Et on ne peut pas être au service du public avec des administrations qui seront fermées un jour parce que la semaine de 4 jours, personne ne voudra travailler le même jour. Donc, on sait bien le faire dans certains métiers, les roulements. Voilà, à l'hôpital, ça tourne avec les infirmières la nuit. Dans l'industrie automobile, on va tourner H24, 7 jours sur 7. Donc, on sait le faire. Donc pourquoi pas, par principe, il faut expérimenter. De toute façon, si ça correspond à un besoin, l'entreprise a la liberté de le faire ou pas. Si ça se fait, on va recréer encore plus de concurrence avec les administrations. Donc expérimentons, on verra bien. Expérimenter également dans une collectivité, vous pensez que ça serait une bonne chose? Ou alors c'est pas du tout à l'ordre du jour? Pour l'instant, c'est pas au jour, on n'en a pas parlé, rien à part les annonces du Premier ministre, il y a rien dans les tuyaux, je pense. Je pense que là, c'est trop tôt. Je vous ai répondu en tant qu'universitaire. En tant qu'élu, en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour et c'est pas un sujet. Est-ce qu'il y a une demande d'ailleurs? Est-ce que vous avez reçu des demandes officielles ou non de la part d'agents ou de syndicats? Non, c'est pas arrivé encore à nos oreilles. Je vous dis, c'est les annonces du Premier ministre. Comment elles vont être perçues, interprétées, reprises, transformées? Est-ce que ça va être impulsé? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a pénurie de main d'œuvre, il faut être imaginatif pour créer des conditions de travail qui soient attractives. Alors justement, vous travaillez sur des pistes là-dessus, ou comment la ville, comment la métropole peuvent être attractives? Eh bien, alors déjà, lorsque nous sommes arrivés, le télétravail était dans les valises, mais on l'a mis en place quasiment en arrivant. Un peu par la force des choses aussi, parce que vous êtes arrivé en plein Covid. Oui, bien sûr, mais ça a été un accélérateur. Ouais. On l'avait expérimenté dans d'autres administrations avant le Covid. Ça a été un accélérateur. Donc, ça fait aussi partie de l'attractivité des jobs. Après, tous les métiers sont pas télétravaillables. Il faut pas
faut pas faire croire que on n'a pas besoin d'une présence physique tout le temps sur des temps élargis. Comme je dis, mission de service public, c'est au service du public et quelquefois on l'oublie. C'est-à-dire que faut accepter des fois de travailler tôt et de terminer tard pour que nos concitoyens puissent avoir accès aux services de l'administration. Donc c'est revoir les horaires de travail avec plus de flexibilité. C'est expérimenté, mais pas pour tous les métiers. La marque employeur, c'est un sujet, parce que les entreprises s'y ont mis depuis quelque temps, les collectivités aussi commencent. Oui. Est-ce qu'au niveau de la ville et de la métropole, on réfléchit à cet enjeu-là? On y réfléchit, oui, sur la manière d'attirer, de fidéliser, d'être plus en proximité avec les jeunes qui sortent des écoles, des centres de formation, en recrutant des apprentis. Une vraie réflexion sur la marque employeur, on l'a pas encore. Je sais plus, Marseille avait un slogan, maintenant j'ai oublié. C'est pas ma vie c'est Marseille, ou mon travail c'est Marseille. Enfin, je sais que la collectivité, le département réfléchit aussi. Et est-ce que les jeunes que la ville ou la métropole peut recruter actuellement, est-ce qu'ils viennent et ils prennent ça un job comme un autre, ou est-ce ils sont conscients, ils viennent parce qu'il y a ce côté service public, ce côté engagement auprès de la population, ou peut-être que c'est justement une piste pour la marque employeur, justement, de dire, c'est pas un job de travailler à la ville ou à la métropole, c'est pas un job comme un autre, on est au service de la population. Si, je pense que ça, c'est un vrai sujet. La question de l'engagement des jeunes. Et là, on a une carte à jouer dans les administrations. Je lisais un rapport de l'Institut de l'entreprise, là, qui est sorti récemment. Ils ont discuté avec des jeunes qui sortaient d'écoles polytechniques et d'HEC. Donc, ils sont normalement tous destinés à aller sur des postes d'encadrement supérieur, dans le privé, voilà, ou dans des groupes, des startups, compagnies de développement de startups. Et ce qui ressortait des entretiens, c'est besoin d'engagement, qu'on reconnaisse une mission, qu'on voit son impact social, sociétal. Ouais. Donc là, les administrations ont une carte à jouer pour attirer ces talents. Ça correspond à ce qu'on disait un peu là sur le changement du rapport que les jeunes ont avec le travail. Et nous, on peut amener ces conditions dans les administrations. Alors, autre mesure annoncée qui a fait un peu de bruit, annoncée par le gouvernement, et là c'est le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, c'est pour les fonctionnaires la fin de l'emploi à vie. C'est-à-dire, c'est casser le statut, de dire un fonctionnaire il peut pas être licencié, il a son job jusqu'à sa retraite. Donc ça fait un peu de bruit. D'ailleurs, les organisations syndicales ont lancé un préavis du 15 avril, je crois, au 15 septembre, c'est-à-dire pour incluant les JO. Donc il y a cette menace qui plane sur les JO sur Paris 2024. Donc sur la fin de ce statut, sur la fin de l'emploi à vie, quel est votre regard pour les fonctionnaires, évidemment? Oui. Il a toujours été possible de licencier, même si c'est très compliqué. Mais voilà, dans les textes, c'était prévu. Est-ce que les jeunes qui entrent dans une administration cherchent un emploi à vie? Je suis pas sûr. On le voit même dans le privé, quand on leur propose un CDI, c'est pas obligatoirement ce qui les intéresse. Ils recherchent de la mobilité géographique, de la mobilité professionnelle au sein de la même organisation, pas rester sur le même métier, un engagement sur des temps courts pour se laisser la possibilité de changer, même de changer de vie. Donc je suis pas sûr que que ça joue dans l'attractivité du métier, en tout cas. Que c'est ce qui attire les jeunes. Maintenant, commencer une réforme en tapant le statut, je suis pas sûr qu'on le prenne par le bon sens. Par le bon bout. Pourquoi faire? C'est quoi le projet? Parce que ça braque tout de suite les syndicats, déjà. Ça braque les syndicats, puis c'est l'air de dire les gens ne travaillent pas, ils viennent chercher la sécurité. Je pense pas qu'ils le prennent par le bon bout. En tout cas, s'ils veulent que ça marche, ça me semble mal en mancher. Pour autant, en termes de management, ou en termes pour les managers, est-ce que c'est pas d'avoir aussi une corde à son arc, j'allais dire, de pouvoir, dans la politique RH, savoir que si un collaborateur ne fait pas l'affaire, on peut s'en séparer, comme dans toute entreprise, même si dans les entreprises, le licenciement est bien sûr encadré aussi. Tandis que là, on risque d'avoir peut-être des collaborateurs qui soient plus du tout engagés ou autres, ou qui soient
non compétents, parce que ça peut arriver aussi, oui, et puis qu'on soit obligé de garder de l'effectif avec des conséquences de management, mais aussi des conséquences budgétaires. On sait que Je suis toujours un peu méfiant quand on attaque un projet, une réforme par le statut, par les structures, avant de parler du projet. Quel constat on peut faire dans l'administration? On embauche de plus en plus de contractuels de toute façon. Pourquoi? Pas par choix, mais parce que il y a de moins en moins de candidats au concours. C'est-à-dire que les métiers, même où le statut attire pas tant que ça, s'il y a moins de candidats au concours. Donc travaillons déjà sur cette attractivité avant de dire à ceux qui sont là, on va pas vous garantir l'emploi à vie. Il y a plein de contractuels dans toutes les administrations et eux ne sont pas des fonctionnaires. Pour le citoyen de l'autre côté, il ne sait pas quel est le statut de la personne qu'il a en face de lui, si c'est un fonctionnaire ou si c'est un contractuel. Alors, sans être trop technique, mais encore un mot, parce que ça faisait partie aussi de la réforme, enfin, ça fait partie de la réforme envisagée. C'est la réforme de la suppression des statuts ABC, là aussi. Quel est votre sentiment sur le sujet? Parce que là, donc, du coup, est-ce qu'on prend aussi la réforme par le mauvais côté? Est-ce qu'on braque tout de suite les syndicats ou est-ce que c'est nécessaire? Là, je ne sais même pas si on braque les syndicats, mais je vois pas ce que ça peut apporter. Dans toute entreprise, je sais pas comment ça fonctionne dans la presse, mais dans les entreprises industrielles, par branche professionnelle, on a des conventions collectives avec des indices, des grades, des statuts. Voilà, il y a les ouvriers, il y a les techniciens, et puis les agents de maîtrise, et puis l'encadrement. Donc les catégories existent, elles prennent des noms différents. Quelquefois c'est des lettres, quelquefois c'est des numéros, mais ça existe partout. Donc je sais pas quelle peut être la valeur ajoutée. Je veux dire, on supprime les catégories. Et sur justement le préavis de grève engagé, enfin posé par les syndicats sur 4 mois. Est-ce que vous trouvez ça dans l'ordre des choses? Est-ce que vous trouvez ça aberrant? Est-ce qu'il faut encore réformer pas le droit de grève, mais la manière de poser les préavis de grève? Bon, ça, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute des salariés. C'est en partie mon rôle dans mes délégations. Être sur un dialogue social continu. La grève doit être le moyen ultime quand on n'est plus entendu. Je ne le mettrai pas en premier point, ça ne va pas être la condition de la discussion, créer le blocage pour discuter, mais plutôt avoir l'habitude d'être entendu. Voilà, après, chacun défend, j'allais dire, son statut, et les organisations représentatives du personnel sont dans leur rôle de défendre le statut et de faire entendre leur voix. Alors c'est le moyen qui a été trouvé là et qui va peut-être pousser à aller sur une négociation plus rapide. On change de sujet. Je veux dire plutôt à des sujets concernant l'université. Est-ce que lors de la campagne municipale, François Grosdidier avait eu des mots assez durs vis-à-vis de l'université de Lorraine, enfin, en tout cas de la manière dont, autour de la présidence, de la manière dont était, selon lui, déséquilibrer le rapport entre Metz et Nancy. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, en tant qu'universitaire, vous avez été, entre guillemets, peiné non pas des propos de François Grosdidier, mais que l'université soit prise en otage de la campagne, ou est-ce que vous étiez en plein accord avec lui sur ce constat, et ensuite, est-ce que vous jugez que les choses se sont améliorées depuis? Alors, je ne me suis jamais exprimé sur les sujets universitaires pendant la campagne, ni même après, en étant moi-même salarié de l'université de Lorraine et en situation de direction dans l'université, comme je n'ai jamais parlé de politique et de ce que je fais à la ville, à l'université. Alors, pour autant, je vais quand même répondre à votre question. François Grosdidier a mis les pieds dans le plat pour susciter le débat. Le but, c'était pas de dire il y a un déséquilibre, on va déshabiller Nancy pour habiller Metz, c'était pour qu'on pose au moins des chiffres et qu'on fasse un constat sur ce qui se passe sur les différents sites de l'université de Lorraine. Et ce n'est pas que Nancy-Metz, l'université est implantée sur différents sites. Et nous avons la chance à Metz d'avoir l'université de Lorraine, mais d'avoir aussi des écoles qui ne sont pas dans l'université de Lorraine, d'avoir une autre université de Georgia Tech, et donc de faire reconnaître cette diversité sur le site de Metz. Ce que je constate aujourd'hui,
c'est que les relations entre la métropole, le maire de Metz et la présidente de l'université sont très bonnes, sont excellentes, ils se parlent. Ce que je constate, c'est que la présidente de l'université, on lui fait souvent la remarque, quand elle vient, on lui fait plus d'ailleurs, quand elle vient à Metz, on vous voit souvent, Madame la Présidente, elle est très présente sur les territoires. Ce que je constate, c'est que la présidente de l'université a désigné un vice-président en charge de la stratégie territoriale pour tous les territoires, et que les collectivités sont écoutées, que le travail se fait en très bonne concertation. Donc on n'entend plus et on ne voit plus dans la presse François Grosdidier intervenir sur des déséquilibres. Je pense que le fait d'avoir mis les pieds dans le plat, ça a permis de s'interroger, de prendre conscience sur est-ce qu'il y avait des déséquilibres ou pas sur le fond. Certainement, si on les percevait comme ça, c'est qu'il y en avait, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est plus un sujet. Alors un autre sujet, toujours sur le domaine de l'enseignement supérieur, donc là, ça, vous me direz si vous pouvez répondre ou pas, c'est l'I2L, l'Institut de logistique, cette école d'ingénieurs, enfin cette future, en tout cas on espère que c'est une école d'ingénieurs qui n'a pas encore le statut justement d'école d'ingénieur. Est-ce que vous avez, mais c'est pas dans votre compétence non plus d'élu, mais quel est votre regard? Parce que c'est quand même un domaine que vous connaissez assez bien. Est-ce que c'est une péripétie et puis finalement on va réussir à avoir ce statut d'école d'ingénieur, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, c'est l'universitaire qui va répondre, puisque sur la partie ville et métropole, on a un adjoint, Marc Siamana, à la jeunesse et vice-président de la métropole et enseignement supérieur qui porte le dossier et qui supporte le dossier avec François Grosdidier. Moi, ce que je vois, c'est que déjà que le statut soit privé ou pas d'école, c'est pas un sujet. Il ne faut pas opposer le public et le privé. Cette école d'ingénieurs se crée... Là, c'est pas le statut privé. Voilà, un statut privé associatif, donc du privé sans but lucratif, comme on trouve certains hôpitaux, comme les centres de lutte contre le cancer, c'est du privé sans but lucratif, et personne ne se pose la question. Le SITC est une école privée aussi, associative, sans but lucratif, donc pas un problème. Qu'on crée une nouvelle école d'ingénieurs, en complémentarité avec... ce que fait l'université et ce qu'on trouve sur le territoire, je trouve que c'est plutôt un bon plan pour le territoire et pour les étudiants sur des nouveaux métiers, la logistique, la gestion des flux d'informations. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, c'est une bataille qui est longue. Des créations d'écoles d'ingénieurs, il y en a pas souvent. Je sais plus combien il y en avait en France là en projet, mais ça c'est peut-être 2. Voilà, le process est long, mais je pense que c'est naturel que ce soit long. Et le fait que la commission du titre ait émis certaines réserves, ça permet d'améliorer le projet. Bah oui, d'améliorer. Donc à vos yeux, c'est pas rédhibitoire. Moi, je pense que c'est un peu une navette entre les deux. Voilà, il y a des remarques, on les corrige. Alors ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on les corrige, et que à partir du moment où le process est engagé, je ne pense pas qu'il puisse aller aussi loin et qu'on dise stop. Vous voyez, c'est avec un soutien en plus qui est original sur ce projet, c'est que il est porté avec plein d'industriels autour. Donc c'est qu'il y a un vrai besoin derrière. C'est les industriels qui portent un projet avec les collectivités territoriales pour créer une nouvelle école d'ingénieurs en lien et en complémentarité avec l'université de Lorraine. Bon, dernière question, de passer la parole à la salle, une question politique. Donc vous avez dit, vous êtes LR, il y a la campagne des européennes qui se profile. Normalement, on est dedans. On est dans la campagne des européennes avec le premier tour le 9 juin. Est-ce que Julien Husson, d'une manière ou d'une autre, va y prendre part? Alors je ne dis pas candidat, je ne pense pas vraiment que vous vous révéliez aujourd'hui, que vous soyez candidat aux européennes, mais est-ce que vous allez, lorsqu'on a un job déjà qui remplit bien vos journées, lorsqu'on est premier adjoint, est-ce qu'on arrive à dégager un peu de temps pour faire campagne pour les européennes avec, j'imagine que vous soutenez la liste LR de François-Xavier Bellamy? Je soutiendrai, je lui souhaite la liste sur laquelle sera Nathalie Collet-Osterling. Ah d'accord, c'est-à-dire que c'est pas un soutien... c'est un soutien NCO, avant d'être un soutien LR, et j'espère un soutien NCO en position éligible, parce que j'espère qu'elle sera bien placée sur la liste et qu'elle sera encore députée européenne. Donc,
quand la liste sortira, on verra quelle est l'énergie que je trouve pour mettre dedans. Mais en tout cas, je soutiens, oui, notre présidente de groupe, notre députée européenne, avant de soutenir la liste LR. D'accord. Merci Julien Husson pour votre franchise. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Patricia Lecoq. Bonjour, monsieur le maire adjoint. J'avais une question, sans que ça soit un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces premières semaines à cette responsabilité? C'est une bonne question. Je me la suis posée. C'est la nécessité d'avoir une vue sur des dossiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et la diversité des sujets que doit embrasser qu'embrasse le maire, et ça m'a un peu scotché. Je me suis dit, mais comment il fait pour connaître tous les sujets entre des choses qui vont être très opérationnelles dans un quartier, avec un problème de voisinage bien identifié, et puis des sujets plus globaux, à plus long terme, comme la stratégie métropolitaine. Je me suis dit, mais comment c'est possible de connaître tous les sujets? Je m'en sens bien incapable. Donc c'est ce qui m'a interpellé, la diversité des sujets pour l'instant que le maire... Oh, même non. Je confirme, même après. Merci beaucoup. Bonjour, Vérita Moscalo, maître de conférence associée à l'Université de Lorraine à l'IAE de Metz et président de l'association Échange Lorraine-Ukraine. Je voulais juste saluer et remercier la ville de Metz et Julien Husson étant de l'équipe de la ville pour la solidarité avec l'Ukraine et pour leur approche visionnaire et solidaire, parce qu'on a créé à Metz un programme franco-ukrainien unique, en fait, management et commerce international, qui vise à former une centaine d'étudiants ukrainiens victimes de la guerre et vous offrir une BD sur la guerre en Ukraine. C'était le livre à Metz ce week-end. Je sais que vous n'étiez pas là, mais je me suis permis de demander un autographe pour vous de la part du dessinateur Hector, qui est assez connu à Metz. Voilà, donc on en profite, il y a la petite photo avec le photographe. Julien, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Violetta. D'autres questions? Alors une dernière, peut-être oui, peut-être la dernière en tout cas là, pour moi. On a parlé, je vais revenir dessus, sur le côté où vous êtes plus exposé, vous allez être plus exposé, vous allez peut-être prendre des coups, en termes politiques, j'entends bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à subir peut-être des attaques plus politiques, voire politiciennes, que ce soit au conseil municipal ou à d'autres prises de parole? Je ne pense pas que vous soyez un homme de conflit. Comment est-ce que vous appréhendez éventuellement de ce genre de passe d'armes éventuel? Je pense que... Enfin, je sais pas trop, en fait. J'espère pas, mais certainement que ça arrivera. Je pense qu'on apprend en faisant et on apprend en prenant des coups. C'est pas ce que je cherche, mais comme je l'ai dit, hein, plus exposé, oui, à l'échelle de la ville, mais moi, j'ai pas envie d'être maire de Metz. Mon poste de gestion de toutes les fonctions de back-office, de travail du consensus, de la transversalité dans les projets, de mettre de l'huile dans les rouages me va bien, mais je ne cherche rien d'autre. Et c'est très clair dans ma tête, et je le dis et le répète, donc bon, on verra. Bien. S'il n'y a pas d'autres... Ah, si, une question. Je trouve que ça serait intéressant que vous nous disiez un peu quelle est votre vision de Metz. On a bien entendu que vous n'avez pas d'ambition au-delà du poste de premier adjoint, mais ça ne vous interdit pas tout de même d'avoir une vision de ce que sera Metz dans 10 ou 15 ans. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Je ne suis pas le maire, et la vision que j'ai de la ville, c'est celle que nous sommes en train de déployer dans le programme municipal jusqu'à 2026. On travaillera certainement, et là, oui, j'ai envie de rester dans l'équipe et de continuer à accompagner François Grosdidier sur le futur mandat, mais c'est la vision du maire et c'est pas la mienne que je veux porter. Ce que j'ai retenu et ce que nous sommes en train de déployer, et je pense que quelque chose que je trouve intéressant, c'est de mettre la proximité en un et donc d'être présent dans tous les quartiers. Là, le maire a annoncé qu'on allait réouvrir encore une mairie de quartier. Je trouve c'est ça, d'être au contact du terrain de la population. J'aime bien me balader en ville, je continue. Alors effectivement, il y a les gros dossiers transversaux, on parlait de l'université, mais ce qui me plaît aussi dans le job, c'est le quotidien des gens. Voilà, le contact de terrain.
Quand vous dites que c'est la vision du maire, on espère aussi que c'est quand même une vision collective de toute votre municipalité. C'est ce que j'ai dit, c'est la vision du collectif derrière le maire. Mais il y a un seul chef et c'est pour ça que ça marche. Ça vous interdit pas d'avoir quand même votre propre réflexion. Par exemple, on vit une période où on sent qu'on est entré dans une transition, que notre société est en train de changer par rapport aux problématiques écologiques, environnementales, climatiques, etc. Et puis toutes les questions en rapport aussi avec les tensions qui existent sur l'économie. Et donc les villes sont un espace à l'intérieur duquel on peut commencer à travailler cette transition. Et comment vous la voyez ? Je la vois sans opposer. Pour parler d'écologie, on va certainement parler des mobilités, et c'est ce qu'on vit au quotidien, sans opposer, et c'est ce que je regrette lorsqu'on échange quelquefois avec notre opposition, d'opposer les voitures avec les vélos, avec les marcheurs. Il y a de la place pour tout le monde, et je n'envisage pas la ville de demain sans voiture. Alors certainement d'autres formes de voitures, avec moins de bruit, moins de pollution, mais on a quand même toute une partie de la population qui vient de l'extérieur de la ville et du bassin de la vallée de l'Orne, de la vallée de la Seine, qui vient en ville, qui vient en voiture. Il faut qu'on laisse les gens accéder à la ville avec des voitures, alors qu'on imagine des parkings relais, qu'on imagine des véhicules qui polluent moins. Mais voilà, alors le plateau piétonnier est très agréable en hypercentre, mais tout le monde ne peut pas accéder à la ville en transport en commun aujourd'hui. Alors peut-être qu'un jour ce sera possible. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec vous. J'ai toujours pensé que persécuter et racketter les automobilistes, ça n'était pas faire avancer la cause de l'écologie et de l'environnement. Mais à ce sujet, je trouve que le stationnement est assez cher à Metz. Et quand on sait qu'il est largement pris en charge par des sociétés privées, bon, est-ce que c'est la bonne solution de faire payer si cher l'automobiliste quand il stationne ? Posé comme ça, je veux dire, on a envie, on ne peut répondre que non. Maintenant, je crois que Béatrice Agamemnon travaille sur le sujet, des délégations sur les parkings. Voilà, il y a des coûts d'entretien qui sont aussi élevés. On sait que ça a un impact. On se pose tous la question d'aller stationner en ville quand on paye cher. Maintenant, moi, j'accepte aussi, quand on se rapproche de l'hypercentre, de payer un peu de parking, parce que le gratuit existe pas. À un moment, il y a quelqu'un qui paye, ça sera la collectivité, et donc ce sera l'impôt de ceux qui habitent à Metz qui payera. Merci Julien Husson. Donc ce sera, s'il n'y a pas d'autres questions, votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphane, d'avoir joué le jeu de Sans Filtre, donc mené en collaboration avec le joaillier Bianchi et Orange. Nous vous donnons rendez-vous le 28 mai pour une nouvelle émission et nous accueillerons l'ancien ministre de la Santé, François Braun. À bientôt.